l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes vient de prendre part à 3 jours, à un atelier de 3 jours. Et au cœur des échanges, c'était la gestion d'une base de données dans le cadre de la traite des personnes en RDC. Et qu'a-t-on parlé pendant ces 3 jours? Pour en parler, nous avons le coordonnateur adjoint, Eric Koukoukié-Senzalabar. Merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Pendant 3 jours, vous avez parlé de la gestion d'une base de données. Qu'était-il question exactement? Il était question dans cet atelier qu'on étudie le système de collecte de données spécifique de la région de la SADC. Et je tiens à rappeler que depuis la création de l'APLTP par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, un service spécialisé attaché à son cabinet pour non seulement prévenir et lutter contre la traite des personnes, il existe déjà, ça fait plus de 10 ans, un système de collecte de données portant sur la traite des personnes et qui est géré au niveau de Lesotho et qui vise la région de la SADC, c'est-à-dire tous les États qui font partie de la SADC. Et la RDC est le seul pays qui n'a jamais pris part à ce système de collecte de données. C'est pourquoi l'ONUDC et la SADC ont trouvé l'intérêt de réaliser avec l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes cet atelier sur le système de collecte de données, afin que, au niveau de la RDC, qu'on puisse avoir une idée précise sur la notion et que nous puissions, au-delà de cet atelier, avoir un point focal qui correspondra non seulement avec l'ONUDC, mais également avec la SADC, sur la question de la collecte des données. Et nous allons, au-delà du point focal, avoir également un ou plusieurs utilisateurs qui vont animer, au niveau de la République démocratique du Congo, cette structure de collecte de données, afin que nous soyons au même diapason que les autres États de la SADC, c'est-à-dire dans le volet de la collaboration, de la coopération prévue dans le protocole additionnel à la Convention de Palerme qui porte sur la prévention et les poursuites en matière de traite des personnes. Il y a un chapitre qui est réservé à la collaboration des États qui sont membres, qui font partie de cette Convention de Palerme. Et dans le cadre de cette collaboration, l'élément le plus important, c'est l'échange des données entre les États pour repérer les auteurs de la traite des personnes, pour relever et identifier les différentes formes de traite des personnes et en faire le suivi à travers les itinéraires que prennent les victimes et la détection des réseaux des criminels qui font ces genres de crimes. Et je tiens à rappeler qu'il s'agit ici d'une criminalité transnationale organisée, c'est-à-dire les crimes peuvent se commettre dans un État et traverser un autre État pour finalement se retrouver dans un autre État. Et dans ce cadre-là, on distingue 3 types d'États, le pays d'origine, le pays de transit et le pays de destination. C'est-à-dire on peut commencer à prendre une victime ici, il peut transiter en Angola et se retrouver en Europe ou se retrouver en Afrique du Sud. Alors, pour maîtriser tout cet itinéraire-là, il faudrait que les États membres, puisque c'est une criminalité qui traverse les frontières, aient la latitude d'échanger leurs bases de données ou leurs données, afin que ces criminels soient rigoureusement traqués et que ces phénomènes soient vraiment connus, poursuivis de manière harmonieuse entre les États. Dans le cadre de votre travail, les défis semblent être majeurs et c'est même pour ça que vous travaillez avec d'autres services du pays, comme le Conseil national de sécurité, il y a également la DGEM. Mais comment se fait la collaboration entre ces différents services du pays pour lutter contre la traite des personnes? Cette collaboration est déjà réglée par l'ordonnance qui crée et qui assure le fonctionnement de l'APLTP. Et au niveau des dispositions de cette ordonnance, il a été créé 2 organes, parce que l'agence dispose de la coordination qui s'occupe de la gestion de tout ce qui a trait à la traite des personnes en République démocratique du Congo et de tout ce qui a trait au partenariat sur cette question dans notre pays et avec l'étranger. Et à part la coordination, nous avons la commission technique qui a pour vocation de réunir la coordination et son personnel, ainsi que tous les experts, donc tous les points focaux qui prestent dans différents ministères clés, dont l'une ou
plusieurs compétences ou attributions ont un trait sur la question de la traite des personnes. Et tous les services spécialisés, dont notamment ceux que vous venez de citer, donc la DGM, le Conseil national de sécurité, les FRDC, la police nationale, l'Interpol. Donc tous ces services se retrouvent avec nous. Et vous comprenez que nous avons là, en ligne de mire, tous les acteurs judiciaires ou non qui interviennent dans la chaîne pénale. Et j'ajoute, dans la commission technique, il y a également la société civile parce qu'il y a des ONG DH, donc toutes les ONG qui travaillent en matière de droits de l'homme et spécifiquement en matière de traite des personnes, collaborent avec l'agence de manière à ce que dans leur intervention poussée sur la chaîne pénale, que nous puissions avoir des éléments nécessaires afin de suivre, comme évidemment nous l'avons appris dans ce système de collecte des données, que nous ayons des informations qui permettront à l'agence de faire un suivi en matière de traite des personnes et donc de traquer les personnes qui en sont auteurs et de pouvoir porter assistance aux victimes qui subissent en fait l'exploitation que leur font ces différentes personnes qui sont auteurs de la traite des personnes. À la PLTP, tout tourne autour de la traite des êtres humains, mais quand est-ce qu'on peut réellement parler de la traite des êtres humains parce que ça porte souvent à confusion? Ça porte à confusion parce que l'expression consacrée évidemment par le protocole additionnel à la Convention de Palerme parle de la traite. Or la traite, lorsque vous prenez de manière étymologique cette expression, vous la ramenez dans les années Diego Cao et tout, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle de la traite, on se limite au commerce des êtres humains dans le commerce triangulaire entre l'Afrique et jusqu'à le ramener en Amérique. Donc il s'agissait de vendre des esclaves. Mais ce qui est heureux avec ce terme-là, traite, c'est que ça renvoie déjà à une exploitation qui réduit l'homme à un état soit d'une chose, soit d'une marchandise à vendre. Maintenant, au-delà de cette expression, je dis bien que c'est une expression consacrée et choisie par les experts des Nations Unies. C'est une convention qui est conçue par les experts même des Nations Unies. La traite concerne toute forme d'exploitation humaine. Maintenant, pour comprendre la traite, il y a 3 éléments clés qu'il faut retenir. Il y a d'abord l'action ou l'acte matériel qu'il faut relever. Ça commence soit par un recrutement, soit par l'hébergement, soit par un emploi apparemment légal et régulier, soit par le transport d'une personne, soit même par une simple invitation. Mais au-delà de l'acte matériel, donc on vous invite, on vous recrute, il y a le mode opératoire. Généralement, la traite intervient par des modes de contrainte, par un forcing. Donc on vous enlève, soit par des modes beaucoup plus subtils, par la fraude, ou soit par des abus. C'est-à-dire que l'auteur de la traite abuse de l'état de pauvreté de la victime, abuse de ce qu'on appelle, et là je relève les expressions consacrées dans la Convention, il abuse de l'état de vulnérabilité de la victime. Dans la traite, on peut même pousser la victime à consentir, mais ce n'est pas un consentement qui est éclairé, un consentement qui est lucide, sur base de tromperie, sur base de la fraude. On peut également droguer les victimes, surtout les enfants. Pour la plupart des enfants qui sont enlevés sont drogués. Maintenant, l'élément caractéristique de la traite, c'est qu'on peut vous recruter, quel que soit le mode opératoire suivi, par enlèvement, par contrainte, quelle que soit la forme de la contrainte, par la fraude, par des fausses promesses. Mais l'élément le plus caractéristique, c'est le but visé à travers l'acte qui est posé. C'est l'exploitation de la personne que l'auteur vise à travers le recrutement, l'hébergement, le transport. Et les différentes formes d'exploitation qui sont perceptibles en matière de traite des personnes, lorsque vous lisez le protocole additionnel que je citais tout à l'heure, là on distingue l'exploitation sous forme de travail forcé ou de travail obligatoire. L'exploitation sous forme sexuelle ou l'esclavage sexuel. Et enfin, le trafic des organes. Ce sont les formes les plus répandues de la traite des personnes. On ne sait pas définir le trafic des organes parce que je crois que ceux qui nous suivent comprennent de quoi il s'agit. C'est-à-dire, on peut enlever une personne, on a besoin de son cœur, on sera obligé de le tuer pour prendre son cœur. Il y a des personnes qu'on peut castrer, on a besoin par exemple d'une partie d'un organe vital, soit un pancréas ou je ne sais pas moi, une partie de foie ou je ne sais pas quoi, un doigt. Il y a même des pratiques fétichistes qui interviennent dans le cadre même de la castration ou du trafic des organes. Donc, tout trafic d'organes
ramène à considérer un homme, même s'il acceptait évidemment qu'il soit castré ou bien que son organe soit enlevé, même s'il l'acceptait, ça réduit l'homme à un état de marchandise ou un état de choses qu'on prend pour vendre, ne serait-ce qu'en partie. Je tiens à relever également qu'il y a, et ça existe jusqu'à aujourd'hui, l'esclavage à l'état pur qui consiste à vendre des personnes humaines. Les images qui sont souvent projetées à travers la presse sur ce qui se passe par les passeurs, donc qui font le trafic illicite disons, l'immigration clandestine, ces différents passeurs finissent, lorsque les personnes qui désiraient par exemple traverser vers l'Hexagone n'ont pas de moyens, ces personnes finissent à être des victimes de traite des personnes. On les vend comme des simples marchandises, on les vend à des plus offrants pour que ces personnes soient contraintes à travailler pour le compte de ces personnes-là. Là, c'est vraiment la traite à l'état sauvage et pur. Donc, c'est ça la traite. Et dans les réalités congolaises, parce qu'il ne faut pas parler de la traite dans les réalités universelles, sinon au Congo, on ne comprendra rien. On parle de la traite lorsqu'on force une personne à mendier, la mendicité forcée. Vous allez dans le boulevard du 30 juin, vous allez dans les grandes artères de la capitale, vous verrez des enfants en train de mendier, mais pas pour leur compte, pour des personnes qui les poussent à mendier. S'ils ne le font pas, ils sont soit torturés, soit frappés. Cette mendicité forcée qu'on impose à un enfant constitue une des formes de traite. Les enfants qu'on a achetés au préalable, volés au préalable. On peut ne pas acheter parce que l'auteur même de la traite peut être le parent même de l'enfant. Parce qu'un enfant, on ne peut pas l'envoyer travailler. Notre code du travail interdit le travail des enfants, sauf à un certain âge pour le travail d'apprentissage. Et pour que nos téléspectateurs comprennent clairement la chose, la traite des personnes est prohibée en des termes clairs par la Constitution de la République démocratique du Congo. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est l'article 16, dernier alinéa, qui dit que nul ne peut être tenu en esclavage ou sous quelque forme à la norme que ce soit. Donc, ces dispositions générales de la Constitution interdit, notre Constitution, interdit qu'une personne humaine soit réduite à un état d'esclave, sous quelque forme que ce soit. Or, la traite des personnes constitue justement ce qu'on appelle l'esclavage de temps moderne, c'est-à-dire exploiter une personne comme esclave, tel qu'on le voit dans les films de Kunta Kinte et autres. Et même plus bas, le même texte de la Constitution dit que le travail forcé ou obligatoire est prohibé. C'est-à-dire que la forme la plus larvée de la traite des personnes, c'est le travail forcé. On retrouve ces différentes formes larvées, je dis bien, de la traite de personnes à l'est de la République. C'est une zone quasi belliqueuse où on trouve des enfants dans des carrés miniers en train de collecter des substances minérales dont on se sert pour la fabrication de batteries de téléphone, le niobium ou bien le coltan. Je crois que si vous regardez les images des personnes qui travaillent dans ces mines à ciel ouvert, c'est horrible. Ce sont des personnes qui travaillent dans des conditions extrêmement inhumaines. Ce genre de travail accompli dans des conditions pareilles constitue une exploitation servile des personnes. Donc c'est la traite. Il y a même des gens dans les centres urbains qui commettent de manière continue la traite des personnes sans le savoir. Parce qu'il y a la traite de personnes dans un format domestique. Vous avez une bonne, vous avez un domestique ou un lavandier que vous frappez à tout moment pour qu'il fasse un travail. Personne ne peut faire un travail de manière forcée. Donc, quelqu'un ne peut pas faire un travail sous des tortures. Quand vous torturez votre domestique, quand vous torturez votre bonne, ou quelqu'un qui vient à votre service et qui travaille seulement sous ces formes de torture, c'est-à-dire il suffit qu'il commette une gaffe ou qu'il soit frappé, c'est ce qu'on appelle justement la traite des personnes. Parce que là, c'est exploiter une personne comme un chien, comme un animal, et ce n'est pas acceptable. On parle également du travail obligatoire, c'est-à-dire quand vous engagez quelqu'un pour X travail, vous ne pouvez pas l'obliger de travailler pour des formes ou des activités professionnelles pour lesquelles il n'a pas été engagé. Vous comprenez déjà que dans le champ de l'emploi, si nous scrutons, on mène des prospections, vous verrez que la plupart des employés en République démocratique du Congo, surtout dans le secteur privé, sont victimes de la traite des personnes, soit sous forme de travail forcé, soit sous forme de travail obligatoire. Donc il fait un travail pour lequel il n'est pas payé. Malgré lui. Et malgré lui. Donc il y a plusieurs formes de travail. Les plus
abjecte, la forme la plus abjecte, la plus repoussante, évidemment, c'est le trafic des organes ou la vente des personnes humaines. C'est ce que nous voyons souvent en République démocratique du Congo, surtout dans le pôle Brazzaville-Kinshasa, où beaucoup d'enfants traversent à travers le fleuve par des pirogues pour être vendus, afin de servir soit de mendiants forcés, soit pour commettre des crimes au profit des auteurs de la traite des personnes. Des auteurs qui sont parfois leurs proches ou leurs parents. Tout à fait. C'est-à-dire que l'auteur de la traite des personnes n'est pas toujours tiers à la famille. Il peut être un membre de la famille qui consent l'exploitation, soit de son enfant, soit de son neveu, soit de son frère, à son seul profit ou au profit d'autres personnes, mais pas au profit de la victime. Maintenant, il y a des situations où, dans le cadre de la traite de personnes, la victime peut elle-même ignorer qu'elle est sous-exploitée. Et généralement, c'est dans le cas où la victime se trouve dans un état de vulnérabilité sociale, tel que ce qu'on lui offre dans la logique de la traite, qui est une logique infernale, ça il faut l'avouer, semble lui donner un satisfecit social qu'il n'aurait jamais eu s'il se retrouvait dans sa situation de vulnérabilité sociale. Et là, ce sont des formes très pernicieuses de la traite des personnes parce qu'on sait difficilement sortir ces victimes-là de la situation d'exploitation dans laquelle elles se trouvent. Donc, c'est pourquoi vous voyez beaucoup de jeunes femmes, le phénomène qu'on a déploré il y a des mois, de jeunes filles mineures, mais qui se livrent sous le joug de certains proxénètes, qui les livrent à des clients. Et elles sont exploitées sexuellement, elles sont abusées sexuellement pour des fins ou des avantages financiers qu'eux-mêmes ne contrôlent pas. Donc il y a des souteneurs, il y a des proxénètes qui les envoient vers des clients préalablement désignés, afin que ces clients abusent d'elles sexuellement, mais elles sont servies financièrement par ces personnes dans des proportions qu'elles-mêmes ignorent. Ouais, donc ce sont des jeunes filles qui ont besoin d'argent, qui ont soit besoin d'un téléphone, besoin peut-être aussi d'aller à l'école, mais qui acceptent cette exploitation sexuelle uniquement pour subvenir aux besoins de pouvoir survivre quotidiennement. Donc il y a plusieurs formes de traite. On ne pourrait pas vider ça en une émission. Moi je pense que prochainement on commencera à prendre chaque forme de traite pour nous étendre, nous élargir sur les différentes formes et les différentes expressions de cette traite dans le creux de ces formes, afin que dans les réalités que nous vivons ici à Kinshasa et à travers toutes les provinces de la République démocratique du Congo, que la population comprenne d'abord que c'est un phénomène très dangereux parce qu'il s'agit de l'une des grandes violations des droits de l'homme et qu'il s'agit d'une situation criminelle qu'il faut combattre, et sensibiliser également la population sur cette question de traite parce que la plupart des personnes qui vont à l'étranger avec l'espoir qu'ils se retrouveront mieux là-bas sont souvent victimes de cette situation de traite des personnes. On leur ravit leur passeport, on leur ravit leur titre de séjour et ils se retrouvent abandonnés sous la domination des personnes qui les ont amenés là, vivant dans des conditions extrêmement inhumaines et étant dans l'impossibilité, certains soit par la honte, de révéler dans quelle situation ils vivent parce qu'il faut toujours faire croire que c'est l'Eldorado là où on va. Merci Cordon pour toutes ces précisions. C'est moi qui...